Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e webinaire sur la loi à venir et les impacts de la réforme. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du nouveau rôle des services RH et formation. Vous verrez en fait qu'on verra comment la réforme impacte les services et impacte le rôle. Alors, voilà, donc moi je suis Alex Landreau, je suis directeur produit Alcuin. Alcuin est un éditeur de logiciels en mode SaaS pour la gestion de la formation professionnelle à destination des entreprises, des organismes de formation et des établissements d'enseignement supérieur. Donc de quoi allons-nous parler? Donc d'abord nous allons parler des entretiens professionnels et de ses obligations. Nous allons parler du plan de développement des compétences. Nous allons parler du financement de la formation et début des trois, le nouveau rôle du responsable de formation. Et enfin, nous passerons à une phase de questions-réponses sur la fin de ce webinaire. Alors, les entretiens professionnels, vos obligations. Donc déjà, l'entretien professionnel, vous savez que c'est un entretien obligatoire tous les 2 ans. Maintenant, la périodicité peut être négociée par un accord d'entreprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les 2 ans, et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, vous savez qu'à partir de l'année prochaine, 2021, vous aurez aussi le contrôle qui va rentrer en jeu, et donc évidemment, tout le monde n'aura pas forcément fait ces 3 entretiens professionnels. Et donc, l'entretien professionnel est obligatoire tous les 2 ans, mais la périodicité peut être négociée par un accord. Donc, il est systématiquement proposé aussi à tout autre salarié après une interruption de son activité due à différents congés ou différents arrêts. C'est-à-dire qu'en fait, l'entretien professionnel remplace pratiquement tous les autres entretiens. Alors, vos obligations, donc applicables depuis le 7 septembre 2018. Au cours de l'entretien, voici les points suivants doivent être abordés. Donc, bien sûr, l'évaluation des perspectives d'évolution professionnelle du salarié, les recueils des besoins de formation, une information sur la validation des acquis et de l'expérience, une information sur le compte personnel formation, donc le CPF et les abondements possibles, et une information sur le conseil en évolution professionnelle, donc le CEP. Alors, ce n'est pas forcément au manager, donc à la personne qui réalise l'entretien, d'apporter ces informations-là, mais en tout cas, on doit noter dans l'entretien que l'information a été donnée. Peu importe si c'est un RH qui a donné ou pas cette information et par quel biais il lui a donné. D'accord? Mais il est important de noter dans l'entretien que cette information a été donnée. Concernant le bilan professionnel à 6 ans, donc, qui est l'état de situation de l'évolution professionnelle du salarié. Donc, il doit permettre de répondre aux questions suivantes. Donc, le salarié a-t-il eu ses entretiens professionnels? Donc, normalement, un tous les 2 ans. D'accord? Le salarié a-t-il suivi une action de formation hors formation obligatoire? Alors, on définira la formation obligatoire après tout à l'heure, un peu plus loin dans le webinaire. Le salarié a-t-il obtenu une certification par une action de formation ou par la VE? Le salarié a-t-il obtenu une évolution salariale ou professionnelle? Donc ça, c'est les questions auxquelles le bilan à 6 ans doit répondre. Cependant, en termes d'obligation, l'abondement correctif se déclenche. Alors, excusez-moi, il y a des petites coquilles dans la page. L'abondement correctif se déclenche si au cours des 6 ans, le salarié n'a pas bénéficié de ses entretiens professionnels et le salarié n'a pas bénéficié d'une formation non obligatoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 obligations. Vous avez donc une obligation de former, puisque pendant 6 ans, le salarié doit avoir au moins reçu une action de formation non obligatoire. On reprécisera tout à l'heure. Hein. Le salarié a bénéficié de tous ses entretiens professionnels. Donc, 3 entretiens s'il n'y a pas d'accord. S'il y a un accord, ça peut être 2, voire 1. Alors maintenant, le plan de développement de compétences. Ça, c'est aussi une nouveauté liée de la réforme. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je change ou est-ce que je reste comme j'étais avant, c'est-à-dire je reste sur un plan de formation classique basé sur un ensemble d'actions de formation classées par différents critères présentés aux instances représentatives du personnel. La loi aujourd'hui et la réforme vous permettent d'aller plus loin.
C'est-à-dire de développer vraiment, d'axer votre plan de formation, de développer votre plan de formation en plan de développement des compétences. C'est-à-dire, on a un objectif, c'est on ne forme plus, on développe les compétences. C'est un changement de culture. C'est-à-dire qu'on a un objectif professionnel à chaque formation. D'accord? Donc c'est un changement de culture et de périmètre pour les responsables de formation. Ensuite, la réforme permet de choisir les bonnes actions à mener. Quels objectifs? En quoi elles contribuent à une meilleure professionnalisation? On n'est plus obligé d'être sur de la formation classique. On verra tout à l'heure que la formation, l'action, on va dire plutôt, peut se décliner sous différentes formes. Ce n'est plus forcément de la formation présentielle comme on l'a pu la rencontrer. Ça peut être aujourd'hui de la présentation, de la formation à distance, ça peut être de la formation en situation de travail, et ça peut être également de l'accompagnement, ça peut être de tout ce qui va, en fait, toute action qui va contribuer au développement du compétence du collaborateur afin d'atteindre un objectif professionnel, qui peut être un objectif personnel du collaborateur ou un objectif de l'entreprise. Donc les moyens se diversifient et doivent être choisis en fonction de la finalité. Donc là, ça laisse une grande place à l'innovation pédagogique. Mieux articuler aussi le temps de formation entre le temps et les temps de travail afin de faciliter les formations en situation et les formations en séquences courtes et répétées. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des formations qui durent longtemps. On peut très bien aujourd'hui acquérir de la compétence d'une manière ad hoc. Il y a un temps donc, pour l'apprentissage et un temps pour la restitution et l'utilisation. Donc ça peut être des séquences très courtes. Aujourd'hui, avec les formations à distance, avec les plateformes e-learning qui sont mises à disposition des salariés, avec le social learning, il y a moyen d'acquérir de la compétence rapidement, sans passer forcément par les formations présentielles. Et enfin, le dialogue avec les IRP est à réinventer, tant sur le contenu que sur l'agenda. Si on reste évidemment sur le plan de formation classique, on va rester sur les communications aux IRP classiques, avec classer les actions par catégorie socio-professionnelle, par genre, etc. Aujourd'hui, on va plutôt travailler et on va se voir une fois par an, voire 2 fois, pour valider le plan de formation et faire le bilan de l'année passée. Maintenant, avec la réforme, vous pouvez renégocier ce dialogue avec vos IRP, vous pouvez le redéfinir sur les contenus, c'est-à-dire travailler sur un contenu qui est beaucoup plus qualitatif, qui est beaucoup plus lié à l'objectif de développement, et puis travailler aussi sur les agendas. Peut-être qu'il faut non pas se voir une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, mais peut-être une fois tous les 3 mois, pour revoir à la fois les orientations et revoir les contenus. Alors, on me dit qu'il y a une coupure. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous pouvez juste me répondre par le chat si vous m'entendez bien? Non, c'est bon. Bon, bah, ok. Donc, il y avait une coupure, mais apparemment, ça ne devait pas être pour tout le monde. Ok, donc je continue. Alors, donc le salarié a accès à la formation à travers le plan de développement de compétences. Donc ça va être le plan de développement de compétences reste toujours à l'initiative de l'employeur, mais il a également aussi accès à la formation, le salarié, par son CPF. Et là, c'est son initiative. S'il a envie d'une formation, il peut le faire. Il n'est pas obligé de passer par son employeur. On y reviendra un peu plus tard. Donc, ce plan de développement des compétences, quelles conditions? Alors déjà, par rapport à ce qui change, par rapport au plan de formation traditionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, les catégories supprimées. Vous savez, les 2 catégories, adaptation au poste, évolution à l'emploi ou développement de compétences. Ça, c'est supprimé. On n'a plus besoin de classer les actions de formation sur ces catégories. La rémunération est maintenue. Le coût de la formation est à la charge de l'employeur. Les frais de restauration et d'hébergement occasionnés par par la formation sont remboursés ou pris en charge directement par l'employeur. La formation mise en œuvre a lieu en principe durant le temps de travail, donc sauf exception et uniquement pour les actions de formation non obligatoires. Donc on reviendra sur la définition. Hein. Donc en fait, avec l'accord du salarié sur le déroulement des actions de formation, vous pouvez hors temps de travail, le salarié peut se former sur 30 heures par an ou 2% du forfait, donc du coût de la formation par salarié. Alors, le plafond du 30 heures est révisable en cas d'accord collectif d'entreprise ou de branche qui fixe la limite horaire ou le pourcentage. Donc, ces 30 heures, vous verrez tout à l'heure que c'est peut-être intéressant de s'en emparer également. Alors,
comment on construit son plan de développement des compétences? Donc, je suis en 2019, je vais commencer à préparer mes actions de formation de 2020. Mais déjà, le plan de développement de compétences, aujourd'hui, vous allez le construire par un ensemble d'éléments. Donc déjà, les orientations stratégiques, c'est-à-dire le plan de développement de compétences, il répond à quels besoins? Quels sont les besoins de mon entreprise? Donc ça, c'est la stratégie de l'entreprise qui est déterminée, et la RH décline la stratégie de l'entreprise en un certain nombre d'orientations stratégiques qu'elle peut ventiler dans l'organisation. C'est-à-dire qu'en fonction de la ramification dans l'organisation, on peut ventiler les orientations stratégiques. Donc ce sont des objectifs de développement de compétences pour se mettre en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Et puis le plan, vous allez aussi définir, bon, voilà, donc mon plan devra répondre à ces orientations stratégiques, et mon plan, j'ai un financement pour ce plan. C'est-à-dire combien l'employeur m'accorde sur le budget entreprise, combien je peux avoir en versement volontaire ou en versement conventionnel si j'ai continué ces modalités avec mes locaux, et puis peut-être que je vais avoir des financements exceptionnels, etc. Le tout va constituer mes enveloppes avec lesquelles je vais jouer pour pouvoir financer les actions de formation que je vais mettre dans mon plan de développement des compétences. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est que ces actions? Eh bien, c'est en fait un ensemble de demandes de compétences qui vont venir de développement de compétences, donc qui vont venir soit des entretiens professionnels ou entretiens annuels par les salariés, donc ça va remonter les salariés et ça va être arbitré pour être intégré ou pas le plan de développement. Et puis, ça va être également des demandes qui vont être émises cette fois-ci par l'organisation pour répondre aux orientations stratégiques. D'accord? Mais dans tous les cas, toute demande de formation ou demande de développement de compétences qui vont être ajoutées au plan devra être en lien ou pas avec les orientations stratégiques et en lien ou pas avec les objectifs de financement. La demande, elle a un coût, comment je la finance? D'accord? Alors après, les demandes aujourd'hui, elles peuvent venir au fil de l'eau. Elles ne sont pas obligées d'être passées par une campagne de recueil des besoins, même si c'est pratique. Et après, donc, au fil de l'eau, peut arriver des demandes hors campagne, et dans ces cas-là, elles sont hors budget. Mais elles viennent quand même alimenter mon plan. Donc ce plan, ces demandes de compétences, la réponse formative, elle va être par de l'action de formation. Donc ça, on va être sur ce qu'on appelle des apprentissages formels. D'accord? Donc on va avoir ce qui définit l'action de formation, on le verra aussi un tout petit peu plus tard. Eh bien, c'est un ensemble de situations d'apprentissage. Donc ça peut être de la formation en situation de travail, ça peut être une formation présentielle, ça peut être de la formation ouverte à distance, donc des MOOC, du digital learning, de la classe virtuelle. Ça peut être des parcours personnalisés, donc un ensemble d'actions de formation que je vais enchaîner avec du positionnement, de l'accompagnement individuel, de l'évaluation des apprentissages. D'accord? Tout ça forme l'action de formation en général. Ça peut être des autres types d'actions de formation professionnelle qui sont reconnues au titre de la formation professionnelle, comme l'apprentissage, le bilan de compétences ou la VAE. Et ça peut être aussi des actions de développement de compétences ou ce qu'on appelle de l'apprentissage informel, c'est-à-dire des actions dites formatives, c'est-à-dire que ça peut être de l'information, de l'événementiel, de la supervision, du coaching, du travail collaboratif, des congrès, des clubs pro, des webinaires, comme on fait aujourd'hui, des ressources online. L'objectif, c'est d'apprendre quelque chose, c'est de développer ses compétences. Alors après, est-ce qu'on les intègre sur le plan, est-ce qu'on les prévoit au plan? Au plan, on va peut-être prévoir des grandes masses, on va prévoir de la rémunération, on va prévoir tant d'heures de travail sur le temps de travail pour acquérir ces compétences-là. Et après, dans le réel, c'est là où on réalisera et on dira comment on fait. Donc ça, c'est ce qui forme le plan de développement de compétences. Et donc forcément, derrière, ce plan-là ne peut plus être statique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, en février 2019, demander une formation qui vont le faire bien sûr, mais qui ne sera dispensée qu'en novembre 2020. Ça fait plus sens. Les besoins de développement de compétences, généralement, même s'ils sont anticipés et sont prévus, on a besoin de les faire rapidement. On a besoin de les mobiliser. Donc, les demandes doivent arriver au fil de l'eau. Et les orientations stratégiques, il faut les revoir périodiquement, puisque la stratégie de l'entreprise,
même si elle est fixée d'une année sur l'autre, elle a quand même des objectifs qui peuvent être revus. Aujourd'hui, les objectifs qui sont déclinés sur les managers et qui sont déclinés sur les collaborateurs sont des objectifs annuels, mais certaines entreprises sont déjà dans les objectifs semestriels, voire trimestriels. Certains ont même des objectifs mensuels, ça dépend de l'activité. Donc on ne peut pas non plus avoir des orientations stratégiques qui soient figées dans le marbre systématiquement. Et puis les objectifs de financement, c'est pareil. Peut-être que certains objectifs de financement peuvent être revus à la hausse, ou à la baisse d'ailleurs. Donc ça, tout ça, ça forme un plan statique, mais qui va au-delà de la gestion d'un plan de formation classique. Alors, on a parlé de la nouvelle action de formation. Donc, et là, on va parler des formations obligatoires ou non obligatoires. La loi fait évoluer la définition de l'action de formation intégrant la notion de parcours. Donc, l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Alors, c'est quoi un parcours pédagogique? Un parcours pédagogique, c'est un ensemble de séquences. Donc, une action de formation, c'est un minimum une séquence, d'accord? Et avec un objectif. Donc, les objectifs de la séquence doivent être déterminés, d'accord? Et puis, donc, ça veut dire qu'on part de l'évaluation de l'objectif sur le terrain pour définir le contenu du parcours sur une ou plusieurs séquences. Donc, une séquence, un parcours, donc ça peut être par exemple un module e-learning pour avoir un niveau minimum de base. Ensuite, je rentre dans une formation avec une évaluation aval, amont du moins, qui va me permettre de voir quelles sont mes compétences à l'entrée de la formation. Je fais ma formation présentielle. À l'issue, j'ai une évaluation aval qui me permet de mesurer ma progression et le lien avec mes objectifs qui étaient définis au départ, qui vont me déterminer si mes objectifs, c'est acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Donc les séquences composant ce parcours peuvent prendre plusieurs formes, hein. Présentiel, FOAD, FEST, e-learning, MOOC, coaching, etc. Et une action de formation a donc à minima une séquence. Donc une formation présentielle de 3 jours, c'est une séquence présentielle de 3 jours. D'accord? Et puis maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces formations, vous allez les accompagner peut-être d'e-learning, peut-être d'évaluation de coaching, de tutorat, etc. Donc, donc là, c'est l'action de formation classique, mais on a également des actions de bilan de compétences, des actions de validation des acquis et de l'expérience. Et puis, la nouveauté, c'est l'action de l'apprentissage. Et n'hésitez pas à aller voir la publication du ministère sur comment créer son propre CFA, puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage est vraiment libéré. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont intérêt à travailler avec des organismes de formation pour développer l'apprentissage, car c'est très très bien financé, et deux, aujourd'hui on peut le faire sur des actions courtes de minimum 150 heures. Alors donc la nouvelle formation, action de formation, comme je l'ai dit, c'est les objectifs, le dispositif pédagogique qui permet d'atteindre ces objectifs et l'évaluation pour savoir si les objectifs sont atteints. Ça, c'est obligatoire maintenant. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une action obligatoire ou une action non obligatoire? Alors, des actions obligatoires, en fait, il y en a très peu, d'accord? Puisque c'est les actions qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale, donc de textes et de dispositions légales et réglementaires. D'accord? Aujourd'hui, ces actions obligatoires sont définies par les branches, voire les OPCO, mais surtout les branches, elles sont liées à des métiers. Donc, par exemple, les métiers de la banque, vous avez un certain nombre d'actions obligatoires, de formations obligatoires, qui sont des directives européennes. Un chauffeur routier, il a des actions de formation obligatoires parce que sans sa FIMO, sans son FCO, il ne peut pas conduire son camion. Mais par exemple, un CACES n'est pas une obligation, puisque ça peut être c'est un avis d'habilitation, et c'est l'autorisation et de conduite étant déterminée par l'employeur. Donc, les actions non obligatoires, c'est pratiquement tout le champ de la formation. Et les actions obligatoires, ça va être des actions qui conditionnent l'exercice d'une activité. Une habilitation électrique peut être une action obligatoire. D'accord?
Une formation, si je suis comptable et j'ai besoin d'être formé à mon logiciel de comptabilité, parce que sinon je ne peux pas travailler, même si ça conditionne l'exercice de mon activité, ce n'est pas une formation obligatoire, puisqu'il n'y a aucun texte qui conditionne l'exercice. D'accord? Donc l'action non obligatoire, c'est 30 heures maximum hors temps de travail, mais c'est une durée négociable, et ça rentre dans le cadre des obligations de l'employeur sur le bilan professionnel du salarié tous les 6 ans. Alors maintenant, comment on finance ces actions de formation? Eh bien, le financement, aujourd'hui, il va prendre de plusieurs formes. Donc, vous savez déjà qu'au 1er janvier 2021, on sera en contribution unique de 1,68% pour toutes les entreprises, couvrant le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Cette contribution sera collectée par l'URSSAF et reversée à France Compétences, qui est l'organe unique de l'État et qui, lui, va ventiler l'argent collecté entre différents acteurs pour financer différents dispositifs. Donc, on va retrouver les régions, l'APEC, le Pôle emploi, les CAP de mission locale. Ça va être pour financer notamment l'insertion professionnelle, d'accord? Donc, les demandeurs d'emploi, pour les aider à mieux s'insérer et répondre aux besoins du bassin d'emploi. La Caisse des dépôts pour financer le CPF, les CEPIR, qui sont les commissions paritaires interrégionales pour financer le CPF transition, donc l'ancien CIF, mais c'est strictement la même chose sauf que c'est le CIF et on a juste changé les critères de validation pour qu'il y ait moins de dossiers qui passent. Mais sinon, ça vaut la même chose. Et l'OPCO, et bien sûr les OPCO pour la gestion de l'alternance et puis la gestion des plans pour les entreprises de moins de 50 salariés. D'accord? Alors après, comment financer ces projets? La loi veut aussi, bien sûr, simplifier le circuit financier. C'est-à-dire faire en sorte que y a les formations qui sont vraiment l'initiative du salarié et qui n'intéressent pas l'employeur, ça vous avez un dispositif qui est le CPF. Et pour l'employeur, l'employeur il va financer son plan de développement des compétences sur ses fonds propres. S'il est d'accord avec un objectif, si un objectif de formation du salarié correspond à son objectif à lui, eh bien, il peut négocier avec le salarié un CPF partagé, même si il n'a pas normalement à avoir la connaissance du compteur CPF du collaborateur et donc du fonds de la somme disponible par collaborateur. Logiquement, le collaborateur, ce n'est pas une information que le collaborateur peut diffuser à son employeur. D'accord? Donc, via un accord de branche, on peut également proposer aux collaborateurs un certain nombre de formations cofinancées, d'accord? Où l'entreprise peut donc amender librement à la formation d'un collaborateur si elle juge utile cette formation pour l'entreprise. Par exemple, chez nous, à Q1, les managers reçoivent tous une formation diplômante d'une grande école de management, cofinancée par le CPF et par l'employeur. Et puis, il y a un nouveau dispositif aussi sur lequel on va revenir un tout petit peu après, qui est la PROA. Là, c'est de la reconversion, promotion par alternance. En fait, ça va permettre de pouvoir prendre des collaborateurs jusqu'à un niveau Bac plus 2 maximum, ou Bac plus 3, et de les former de les reconvertir en interne pour les conserver, on va dire, dans les effectifs, mais de les reconvertir sur un autre métier à travers une formation en alternance. Donc aujourd'hui, voilà aujourd'hui quel est les dispositifs. Donc pour les salariés en poste, l'entreprise va financer une grande partie du plan, l'entreprise de plus de 50, bien sûr. Pour les moins de 50, on prend toujours, il y a toujours les fonds locaux. Pour le CFP partagé, la PROA. Alors ce qui est un dispositif aussi qui est très intéressant quand même pour les entreprises, c'est l'apprentissage, et notamment pour les recrutements. Donc le recrutement d'alternance, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entreprises s'en emparent. Il y a aujourd'hui des montages à faire avec les universités, avec les écoles, avec les organismes de formation
pour développer des parcours de 150 heures minimum en alternance pour recruter des jeunes demandeurs, enfin en tout cas des demandeurs d'emploi. Donc c'est quand même très intéressant parce que c'est bien financé. Donc aujourd'hui, toute formation diplômante peut passer en apprentissage et les formations qui resteront certifiantes, qualifiantes, elles resteront sur le contrat de professionnalisation. Alors, en apprentissage, oui, toute formation diplômante, à la limite de Bac+3. Alors, bon, l'abondement du CPF, là je vais rajouter juste les éléments de la loi. Donc l'abondement en application d'un accord collectif, l'abondement correctif, ah oui, si votre entreprise de plus de 5 ans n'a pas formé au bout de 6 ans, elle devra verser un abondement de 3 000 € au CPF, et si elle ne le verse pas, elle pourra avoir une amende du double, donc de 6 000 €. Et l'abondement pour les salariés licenciés dans le cadre d'un accord de performance collective aussi, ça peut être 3 000 € à abonder au CPF du collaborateur. Donc la PROA, vous trouverez également dans le support les éléments descriptifs de la période, alors de cette nouvelle, de ce nouveau dispositif, qui ne se substitue pas à la période de professionnalisation. Ça a vraiment été inventé pour pouvoir reconvertir des collaborateurs dont on ne veut pas se séparer, d'accord, qui partaient avant en CIF, quand il était accepté, et généralement qui changeaient d'emploi à l'issue. Là, ça permet vraiment de conserver des collaborateurs dans l'entreprise, mais et de pouvoir les reconvertir en fonction de leur desiderata. Alors maintenant, une fois qu'on a vu les principaux impacts de cette réforme, quel va être le nouveau rôle du responsable formation? Eh bien, être responsable de formation et développement des compétences en 2020, d'une manière générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre les orientations stratégiques définies par la direction en proposant des formations qui correspondent à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise et dans le budget défini. Ça reste une valeur sûre. Hein. Mais c'est également aussi s'adapter aux attentes des collaborateurs et leur rythme de travail. C'est-à-dire là, il va proposer de l'innovation pédagogique pour correspondre à ces nouvelles attentes. Donc innover en respectant le cadre légal et en apportant les bonnes réponses formatives sur le court terme et le long terme. Et développer l'entreprise apprenante et la certification. Ça, c'est très important. L'entreprise apprenante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'apprend pas forcément que quand on va en formation. On peut apprendre tous les jours. On apprend même quand on regarde une vidéo de YouTube. Quelqu'un, aujourd'hui, YouTube est le premier vecteur pour se former. C'est à titre personnel, bien sûr. Et donc développer la certification, puisque la certification, c'est quelque part la preuve de l'obtention, de l'atteinte des objectifs, la preuve de développement des compétences. Mais d'une façon plus opérationnelle, ça veut dire quoi pour un responsable formation? Ça veut dire limiter la gestion administrative de la formation pour gagner du temps afin de libérer les ressources pour travailler sur les objectifs précédents. Harmoniser les processus sur tout type d'action, formation formelle et informelle, toutes modalités confondues. Digitaliser les processus de formation, demande de formation, arbitrage, inscription, convocation, assiduité, évaluation, tableau de bord. Tout ça doit être au maximum informatisé, outillé, et pour que derrière, tout ça, ça libère du temps aux personnes qui s'occupent de la gestion de la formation, puisque la loi aujourd'hui n'oblige plus un certain nombre de choses. La contractualisation a été simplifiée. La loi dit que les feuilles de démargement, tout ça, c'est plus forcément, c'est plus exigible, en tout cas pour un financement. Même si vos financeurs vont encore les exiger, il y a plein de choses qui ne sont plus exigibles. Donc aujourd'hui, on peut arriver à limiter le traitement administratif d'une action de formation. Et puis, c'est mettre en œuvre les outils de pilotage de l'activité à des fins de qualité et de communication. Alors ça, c'est très important, c'est que toutes les actions de formation, qu'elles soient formelles ou informelles, tout ce qui est fait pour développer les compétences et la mesure de l'atteinte de cet objectif doivent être outillés en termes de pilotage, en termes d'indicateurs et communiqués. C'est-à-dire que vos managers, vos responsables de formation, vos directions doivent accéder à un certain nombre d'indicateurs de suivi qui permettent de piloter votre plan de développement de compétences
sur différents axes, les axes financiers, les axes stratégiques, les obligations réglementaires, la durée des traitements. Est-ce que quand je fais une demande de formation, c'est quoi entre la date à laquelle j'ai fait ma demande et la date à laquelle ma formation s'est réalisée, quelle que soit sa mobilité? Et ça ne doit pas demander de la consolidation, on doit communiquer en temps réel là-dessus, sur ce genre de choses. Donc en fait, d'une manière plus opérationnelle, le responsable formation, il va devoir faire un peu moins de gestion administrative et un peu plus de gestion de compétences, mais non pas, non pas en termes de GPEC et d'évaluation de compétences, etc., de création de référentiels, mais surtout de réponse formative à ces développements de compétences avec de l'innovation pédagogique. Voilà. Donc, merci de votre attention. On va donc passer aux questions-réponses maintenant. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. On en a retenu quelques-unes. Alors voilà, ma collaboratrice me communique un certain nombre de questions. Donc, les obligations sur les entretiens et bilans professionnels sont valables pour toutes les entreprises publiques, privées et de toute taille. Alors, pour les entreprises privées, oui. Alors, pour les entreprises publiques, j'avoue que c'est moins mon domaine, donc je connais un peu moins le sujet, mais je pourrais regarder, c'est très simple à vérifier, pour vous apporter cette réponse. Si seul un entretien a eu lieu, un abondement sera-t-il nécessaire? Alors, si vous n'avez pas eu un accord d'entreprise qui précisait que vous ne ferez qu'un seul entretien, l'abondement, oui, vous serez contraint à l'abondement. Si l'entretien professionnel est réalisé tous les ans, un accord est-il nécessaire? Non, puisque vous devez en faire un tous les 2 ans. Donc si vous en faites un tous les ans, vous êtes dans le cadre de un tous les 2 ans. Y a-t-il une double contrainte? Si le salarié ne veut pas utiliser son CPF et que l'employeur ne peut pas ou ne veut pas payer sa formation non obligatoire? Alors attention, vous ne pouvez pas obliger un salarié à utiliser son CPF, ça c'est sûr. En tout cas pour une formation que vous voulez lui faire faire. Ça c'est certain. Et les formations non obligatoires. Et donc vous pouvez donc la formation non obligatoire, vous avez quand même votre obligation de former, donc vous êtes obligé de le faire. Alors si on abonde pour le CPF, est-ce que la formation entre dans le cadre de la formation tous les 6 ans? Bien sûr, l'abondement que vous faites au CPF entre dans le cadre de la formation. Le fait d'autoriser un collaborateur aussi qui va faire sa formation, qu'il finance lui-même son CPF, mais de l'autoriser à le faire sur son temps de travail, c'est aussi une contribution que vous faites et qui rentre dans le cadre de votre obligation. Y a-t-il désormais une obligation de consulter le CSE sur le plan de développement des compétences et des orientations de formation? Oui, cette obligation, elle ne change pas. C'est-à-dire que le plan de développement de compétences, c'est le plan de formation plus. Après, comme je vous dis, comme la loi refond un certain nombre d'éléments, il y a une renégociation, il y a des nouvelles règles du jeu à établir avec vos IRP. Alors, pour les frais de restauration en charge, c'est la même si la formation a lieu sur le travail habituel? Oui, bien sûr. C'est pas parce que je me forme sur mon lieu de travail que mes frais de restauration ne peuvent pas être pris en charge. Une action d'adaptation au poste sera-t-elle considérée comme une formation obligatoire? Non, pas du tout. Une formation obligatoire, ça répond à un texte. Donc aujourd'hui, pour savoir quelles sont les formations obligatoires, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre branche professionnelle qui doit en avoir la liste. Peut-on considérer les webinaires comme des actions de formation? C'est de l'action informelle. J'espère que j'ai contribué par ce que je vous ai dit à développer un certain nombre de compétences qui vont vous servir dans votre quotidien. Après, est-ce que vous pouvez prévoir au niveau du plan l'ensemble des webinaires auxquels vous allez participer? Non, mais par contre, il y a quand même 1 heure sur temps de travail qui est pris, donc 1 heure de rémunération. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut, dans votre plan de développement de compétences, associer un budget pour ces actions informelles et les consommer au fil de l'eau et mesurer cette consommation.
Le financement du plan de développement des compétences n'est pas très clair pour moi. Plus de prise en charge OPCO. Alors, si vous êtes une entreprise de plus de 50, la prise en charge OPCO ne se fera que sur le versement conventionnel ou versement volontaire. Tout ce qui est, il n'y a plus de versement de collecte par l'OPCO, donc il n'y a plus de plan en fait. Ce qu'on appelait le plan avant par l'OPCO. Donc, et l'OPCO ne financera uniquement votre relation avec l'OPCO, financera sur des actions collectives. Alors, si vous avez des actions collectives, encore, ça restera. Mais autrement, tout ce qui est action qui est à l'initiative de l'employeur sera financé par l'employeur si elle ne rentre pas dans un dispositif de formation de type CPF cofinancé, de type PROA ou de type alternance. Alors, est-ce que le budget de formation doit être validé par les IRP ou il serait juste de les consulter? Alors, c'est une consultation, hein. Dans tous les cas, c'est une consultation. Le financement du plan de développement des compétences n'est pas très clair pour moi, pardon, j'ai déjà dit. MOOC e-learning ne sont-ils pas des actions FOAD? Si, ce sont des actions FOAD, c'est juste que j'ai voulu mettre quelques exemples. Voilà. Hop, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors ensuite, quelles sont les formations obligatoires si l'entreprise n'est pas rattachée à une branche? Vous devez être rattaché à une branche professionnelle dans tous les cas. Une fédération, après, est-ce qu'une branche, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il faut vous renseigner auprès de peut-être vos partenaires sociaux, mais il y a forcément, après, bon, je ne connais pas votre activité, mais vous n'avez peut-être pas forcément de formation obligatoire. Moi, je suis dans l'activité logicielle. Les formations obligatoires dans l'activité logicielle, à ma connaissance, on n'en a pas. À la demande du salarié, attendez, je sais pas, il faut que j'arrive à lire la question. Alors, à la demande du salarié, un volume d'heures hors temps de travail supérieur à 30 heures, en est-il possible? Alors, il faut que ça soit un accord, en fait. Donc, c'est un accord d'entreprise. Il faut que ça fasse l'objet d'un accord d'entreprise. Est-ce qu'on peut négocier directement avec un salarié? Je n'ai pas cette réponse. Je pense qu'il faudrait que j'aille. C'est une bonne question. Je vais la rechercher. Comment ces temps passés en formation si le responsable formation n'est pas derrière chaque collaborateur? Comment suivre ces temps? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que il va falloir trouver des solutions, notamment des solutions logicielles. Hein. C'est pour ça que nous, éditeurs logiciels, on se positionne sur ce type de webinaire. C'est que nous proposons, nous, des solutions, justement, pour faire en sorte que les formations informelles puissent être tracées, sans avoir à passer par un suivi personnalisé et administratif extrêmement lourd. Donc, je vous invite à nous contacter si vous voulez plus de détails sur ce type de solution. L'abonnement correctif est dû si le salarié n'a eu aucun entretien ou si bien les 3 entretiens sur 6 ans ou s'il faut réaliser en l'absence de l'accord au sein de l'entreprise. Alors, l'abonnement correctif, c'est uniquement si, au bout de 6 ans, vous constatez qu'il n'a pas eu le nombre d'entretiens prévus par l'accord, donc au minimum 3 entretiens, un tous les 2 ans. Ça peut être moins s'il y a eu un accord, d'accord, un accord d'entreprise. Et s'il n'y a pas eu au cours de ces 6 ans, une formation non obligatoire, une action de formation non obligatoire, d'accord, qui peut être un CPF cofinancé, qui peut être une formation CPF mais sur temps de travail. Enfin, ça peut prendre plusieurs formes, ou une action que vous avez fait vous-même. Mais c'est ces 2 éléments-là aujourd'hui qui déclenchent l'abonnement correctif. Comment valoriser un bilan de formation aux élus de la formation informelle? C'est pareil, c'est un nombre d'heures. Voilà, nous avons constaté que vous avez un certain nombre de collaborateurs et ça représente tant d'heures de formation, donc sur temps de travail, donc un coût qui est lié à la rémunération des collaborateurs pour justifier, et ça a permis de développer ces compétences-là. Vous voyez, c'est un nouveau cadre. Il faut
l'utiliser. Alors, est-il possible d'utiliser ces heures CPF sur son temps de travail? Ben, s'il y a un accord. Bon, c'est toujours pareil, s'il y a un accord. Si votre employeur vous y autorise, c'est un accord. Et ça peut rentrer après dans le cadre des 6 ans. Voilà. Donc, nous arrivons au terme du CPF. Il reste quelques minutes. Je crois que c'était 11h45 la fin. Donc, bon, je suis passé assez vite sur plein de sujets. Je regarde d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je regarde s'il y a d'autres questions qui ont été posées. Alors, un objectif professionnel, ça se définit sur l'action de formation en fait. C'est l'action de formation. Quand vous allez, votre action de formation, elle doit répondre à un certain nombre d'objectifs professionnels. Donc ça, c'est plutôt à l'OF de définir ces objectifs. Et c'est à vous, en tant que responsable de formation, quand vous identifiez et vous référencez dans votre catalogue de formation, quelle que soit la modalité de la formation, une formation, vous devez renseigner ces objectifs. À quels objectifs répond cette formation? Parce que à la fin, on doit évaluer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Rapidement, puis on va clôturer. Peut-on répertorier dans le bilan à 6 ans les actions informelles qui ne répondent pas aux règles de l'action de formation? Alors, non. Dans le bilan à 6 ans, il faut que ça soit des actions de formation. Donc, un parcours pédagogique visant à un développement de compétences qui peut intégrer une séquence informelle, hein, mais ça doit être une action de formation au sens que le détermine la loi, c'est-à-dire objectif, parcours et évaluation. Est-il toujours possible de mettre en accord? Oui, bien sûr. Peut-on forcer son employeur à accepter notre formation s'il n'a pas respecté ses obligations en 6 ans? Son employeur a accepté notre formation s'il n'a pas accepté. Alors, je ne comprends pas bien la question. Enfin, l'employeur, s'il n'a pas respecté ses obligations, il doit faire un abondement correctif et s'il est rattrapé par la patrouille, l'abondement correctif est doublé. Peut-on encore mettre en place un accord pour le bilan à 6 ans? Oui. C'est votre dernière année pour le faire. C'est votre dernière année pour le faire, pour mettre l'accord en place si vous n'avez pas respecté les 3. Alors, comment savoir si le salarié a bien suivi? Alors, c'est pas parce qu'on ne demande plus les avoirs d'émargement qu'il n'y a pas d'attestation d'assiduité. Donc, la réforme prévoit une attestation d'assiduité. Ce sont des éléments de preuve qui prouvent qu'il a bien fait la formation. Et le meilleur élément de preuve, vous savez quoi? C'est la certification. C'est pour ça qu'aujourd'hui, énormément, et vous avez bien vu que l'État et la volonté de la ministre, et qui a été repris par le président de la République, quand il parlait de cette réforme, il parlait de société apprenante. Une société apprenante, ça se mesure, et ça se mesure par le nombre de certifications de sa population. Donc, en l'occurrence, dans une entreprise, de ses collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le CPF n'est que sur de la formation certifiante, l'apprentissage que sur de la formation diplômante. Et aujourd'hui, le nombre de certifications va se décupler. Et la certification est le meilleur élément de preuve pour savoir qu'un collaborateur a suivi la formation. Qui transmettre le bilan des entretiens professionnels? C'est une très bonne question. Le bilan, normalement, il n'est pas à transmettre. C'est uniquement en cas de contrôle que vous devez justifier l'ensemble de ces éléments. Par contre, l'abondement correctif est déclarable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas respecté, il ne faut pas attendre d'être contrôlé. Il faut que vous preniez, c'est avec la direction du travail que vous devez prendre contact pour déclarer et pour procéder à l'abondement correctif. Alors, je vais prendre une dernière question. Cela signifie-t-il que si le salarié a suivi une seule journée de formation en 6 ans, il ne sera pas considéré comme ayant rempli la condition? S'il n'a pas suivi une seule journée de formation, oui. S'il n'a pas eu une seule journée de formation, vous n'avez pas respecté la contrainte, l'obligation de former.
D'accord? Mais par contre, s'il a eu une formation d'une journée, ça rentre dans l'obligation. Très bien. Donc, je vais terminer le webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et de très bonnes vacances, puisque nous, on se reverra pour un prochain webinaire au mois de septembre. Au revoir.